Nous pouvons donc commencer. Soyez tous les et sur ce panel de conversation conservation sur conflit. Je m'appelle Héctor Morales-Munoz, je travaille avec SIAT et un institut. Et il est un plaisir d'être le modérateur de cet événement aujourd'hui. Ce sera une conversation assez intéressante. Vous pouvez compter avec les langues de français, espagnol, anglais. Alors, vous pouvez entendre l'interprétation. Cherchez sur la partie basse de l'écran et vous pourrez choisir la langue de votre préférence. Il va répéter en espagnol. Maintenant, on nous passe l'information en espagnol qui répète les instructions. Très bien. Si on peut voir, si on peut partager l'écran, ce serait merveilleux. Nous voulons avoir une conversation qui soit caractérisée par un respect mutuel et je vous rappelle donc que tous les participants qui puissent lire cette déclaration d'antidiscrimination et anti-harcèlement et sans discrimination et puis éviter tout commentaire de ce type. Et donc, une mauvaise conduite sera inacceptable. Alors, comment nous allons couvrir ce programme? Nous allons parler pendant 5 minutes avec ce que nous appelons Menti pour faire une introduction à l'interaction entre la conservation et les conflits. Avec les panélistes qui vont nous accompagner aujourd'hui, je ne veux que mentionner que plus de 80% des conflits de la planète se passent sur des zones chaudes, sur des zones faibles de discrimination. Alors, les conservateurs doivent tenir ceci en compte. Nous allons donc focaliser sur ce panel, sur l'importance d'intégrer les conflits, sur les efforts de conservation environnementale et surtout de parler des possibles tensions qu'il pourrait y avoir entre la conservation de la nature et les communautés qui voient ceci comme des efforts externes ou de colonialisme. Mais ceci commence vraiment à changer et il y a le développement économique et la conservation. Et nous avons un très bon panel et nous allons discuter aujourd'hui pour savoir ce que le public voudrait nous dire. Nous voyons ici le site qui s'appelle Menti et vous avez qu'entrer ce code à Menti et comme ça, vous aurez accès à la réponse des questions. Comme ça, vous pourrez poser aussi vos questions et tout ce qui aurait à voir de façon sensible avec le conflit. Donc, nous avons déjà la première question. En 2 ou 3 mots, quels seraient les 2 ou 3 mots qui viennent dans votre tête lorsque vous pensez à conservation sensitive au conflit? Vous pouvez commencer déjà, tous ceux qui seraient sur Menti pourraient écrire les mots qui leur viennent à la tête. Okay, difficult turn from red to yellow. So I think it would be interesting if that happens also in reality. Okay, many words, many. Oui, il y a pas mal de mots intéressants, des structures de pouvoir, la non-destruction environnementale, partie prenante,
Héritage coloniaux, Colombie. Peut-être qu'il y aurait des Colombiens qui nous accompagnent. Accès, responsabilité, partie prenante, résilience, à nouveau résilience, les luttes. Je pense que ceci va être très intéressant pour les panélistes pour qu'ils puissent voir ces mots qui vont les aider tellement à subir ces défis. La structure de pouvoir continue à être la plus importante. Il semblerait que beaucoup sont d'accord avec ce mot. On peut passer donc à la question suivante et savoir d'où nous accompagner dans ce webinaire. Où êtes-vous en ce moment? Allemagne, États-Unis, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Nous avons Italie, Suisse, Portugal, Suède, Seattle, Suisse, Canada, Pays-Bas, Colorado. Très bien. C'est vraiment une audience globale. Et nous passons donc à la troisième question. Qu'est-ce que vous voudriez apprendre sur la conservation sensible au conflit pendant cette session? Expérience pratique, autres approches. Je ne sais pas si nous pourrons couvrir toutes ces attentes. Comment convaincre les personnes sur les organisations grandes de conservation, pourquoi ceci est important, etc. De meilleures pratiques sur le terrain, simplification de la sensibilité du conflit, où sont les meilleures opportunités, conseils pratiques, inclusion des préoccupations culturelles et économiques, beaucoup d'appréciation en tout cas. Protection des leaders sociaux, un des principaux problèmes frappés par les conflits et la biodiversité. Très bien, il y a pas mal de réponses. Avec cette introduction, donc, et connaissant l'intérêt des participants, nous allons commencer avec Shell. Nous aurons un dialogue, une conversation de 12 minutes par participant, puis on continuera avec une question et comme ça, à la fin, nous aurons 30 minutes avec l'auditoire et avec les panélistes. Donc, Sheila, je te passe, avant de te passer la parole, je veux t'introduire. Tu es en droit environnemental pour la construction de paix environnementale est basé sur des thèmes de conservation sensibles au conflit et va nous parler sur une recherche qu'elle a réalisée dans son activité et dans ses travaux. À toi, Sheila. Oui.
Voilà. Merci Hector pour ta présentation. Comme il le disait, je vais vous donner un contexte de comment les conflits ont à voir avec la conservation et ce que nous avons trouvé par les travaux de l'IEO et le bureau où je travaillais dans ces situations de conflit. Pour commencer, je vais faire l'introduction du GEF, Global Environment Facility. Celui-ci a été établi en 92 après le sommet de la Terre à Rio. Et puis 2021, ils ont donné de l'appui à plus de 5000 projets dans 170 pays, dans différents domaines et différents thèmes. Ils ont donné des fonds pour le défi environnemental, 21,1 milliards de fonds pour un total de ressources. Pour parler un peu de notre recherche particulière, le IELI s'est associé avec le bureau de Jeff pour évaluer comment le conflit a eu un impact sur les différentes zones et sur les différents portefeuilles, sur le document. On a fait des études de cas, des analyses statistiques, analyses de documents, etc., de tous les endroits où il y avait des conflits. Une des évaluations que nous avons fait en premier, c'est que nous avons trouvé combien de projets étaient sensibles au conflit. Il semblerait que ces projets s'étaient menés dans des zones de conflit. 88% de ces projets étaient dans des endroits de situation fragile et plus de 4 000 milliards ont été investis et nous voyons les points sur les zones où il y avait des conflits armés et l'échelle à laquelle nous avons marqué aussi l'intensité de ce conflit. Donc, en regardant ces grands projets, nous avons eu l'opportunité de faire une analyse quantitative pour comparer la situation de zones fragiles de ce que nous appelons une ambiance stable ou des pays où il n'y a pas de conflit. Nous avons trouvé plusieurs choses très significatives. La première chose, c'est que dans les pays où nous avons trouvé ceci, il y a des impacts négatifs ou de fragilité, surtout en voyant les indicateurs de performance. Ceci pourrait avoir un impact sur la mise en œuvre du projet, toutes les composantes du projet, la conception de ce projet, les résultats, etc. Nous voyons sur le graphe les différents points pour chacun des projets. Rouge, c'est le en moyenne où il y a un certain conflit armé actif. Le jaune sont les plus faibles, c'est les endroits où ils expérimentent quelques conflits, et comparé avec le bleu qui est simplement des pays qui se trouvent dans une situation stable. Nous voyons qu'il y a un effet linéaire. La plupart des catégories, on voit comment on peut mettre en œuvre ce projet. En plus de ceci, nous avons trouvé que le conflit et la fragilité ont eu un impact consistant sur la vie du projet, surtout même où les projets n'ont pas été terminés ou ont été laissés, il y avait des retards sans doute dans la plupart des cas. En comparaison avec ces projets qui étaient menés dans des zones où il n'y avait pas de conflit. Nous voyons plusieurs idées ici, non seulement en chiffres, mais aussi une révision des documents, des projets dans chacun des cas. Et en regardant ceci, nous avons créé une typologie
pour comprendre l'impact de la fragilité des conflits et on peut le catégoriser qui sont causés par l'insécurité, le conflit social, le stress, une situation économique fragile et d'autres mesures qui devraient être mises en œuvre sur le terrain. En raison du temps, je ne peux pas entrer avec beaucoup de détails dans chacun des thèmes. Je veux en tout cas vous copier le lien sur la boîte à commentaires et comme ça vous pourrez l'accéder quand vous, au moment où vous voudrez. Nous voyons ici le contexte a beaucoup à voir avec la durabilité des projets. Parfois, nous voyons que des participants disent que les projets peuvent être terminés parce que par l'instabilité, les préoccupations ou la durabilité du projet. Et on a dû le terminer, on a dû le suspendre. Alors, si on parle des bénéficiaires, on peut voir un projet en Tanzanie, la République dominicaine, la République du Congo et un autre pays. Nous pouvons voir qu'à la fin des années 90, le projet a dû diminuer ses activités, un grand projet de conservation en raison du conflit. Il y avait une grande préoccupation par la présence de militaires qui transportaient des militants et on s'est demandé toujours les activités du projet. Il y avait du monitoring, il y avait une grande insécurité pour le personnel du projet, alors ils ont dû laisser les activités à mi-chemin. Ils ont dû changer donc et, en raison des menaces de sécurité. Nous voyons donc comment le projet, le conflit, les implications sur la sécurité physique des membres de l'équipe. Donc, en plus d'identifier ceci, nous voyons les formes d'identifier ceci avec le conflit et la fragilité. On a plusieurs sauvegardes pour la mise en œuvre des projets dans ces domaines, dans ces zones. Les personnes tendaient à être innovateurs, par exemple. Ils essayaient de trouver des solutions aux problèmes et ils voulaient aussi travailler davantage dans les projets qu'ils allaient développer. Les membres du projet faisaient la gestion des situations et les différentes catégories de gestion. On voit une par une, on ne peut pas le voir toutes, mais je veux tout simplement souligner on voit la reconnaissance qui se trouve sur toutes les stratégies de mitigation. C'est que toutes les stratégies, tous les projets avaient une réponse d'après le conflit. Et on sait qu'il y a du conflit. On sait que celui-ci est là et on sait que les personnes ne peuvent pas s'occuper de la conservation. Donc, les projets, parfois, ils étaient laissés de côté avec la reconnaissance, mais on sait que les projets qui ont eu le plus de succès sont ceux qui allaient un peu plus au-delà et qui étaient plus proactifs et qui travaillaient avec les stratégies. Il fallait faire une analyse en bon temps, assez au préalable et aussi essayer de développer la plupart des actions en dehors de la zone de conflit pour être là le moins de temps possible. Et aussi la formation du personnel local sur ce qui se passe et comme ça, il pourrait créer des systèmes d'alerte pour que le conflit puisse ne pas en sachant qu'il y a un conflit et une dynamique, on l'utilise comme une opportunité pour inclure les documents dans les packs proactifs, surtout dans toutes les régions, surtout à la fin et l'apprentissage. Et c'est ce que nous voyons aussi pour la combinaison de différentes catégories.
Et ceci pour construire des opportunités, non seulement pour apprendre, mais aussi pour prendre le temps du travail que nous faisons sur le domaine et pour mener à bien le travail qu'ils ont déjà commencé. Je veux souligner les apprentissages que nous avons eus dans l'apprentissage, dans le développement. Il faut être familiarisé avec les dynamiques du conflit local. Et puis, il faut s'adapter, il faut savoir ce qui se passe autour de nous. Et pour ceci, il faut avoir un plan pour être conscient des dynamiques à niveau local. C'est une situation assez complexe, assez dangereuse et elle change d'un bout à l'autre. Et il faut être conscient de ce qui se passe. Et aussi les relations de confiance et du respect de tout ce qui se passe et surtout de voir, c'est très difficile de le quantifier et de façon spécifique et qui comprennent ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et ce réseau va être très utile pour le projet et ceci va nous aider à être flexible. Aussi, s'il y a une grande volatilité, nous ne pouvons pas tout anticiper, mais en tout cas, il faudrait adapter le projet. Et il faut être flexible surtout au changement. Et finalement, il faut chercher des solutions créatives à chaque instant. Merci. Si on met l'argent de côté, si on laisse la ligne d'argent, s'il y a les choses qui changent, il faudrait peut-être travailler avec d'autres fonds afin de maximiser les fonds qui seraient disponibles. La suivante, c'est je veux souligner les points clés. En premier, il est important voir la fragilité lorsque nous travaillons dans ces risques. Mais le risque aussi peut devenir une opportunité. Il faut de la façon dont nous allons vraiment faire face au conflit. Il faut l'inclure dans la conception du programme et voir la possibilité, la sensibilité du conflit même. Il faut aussi essayer de voir si on peut changer les politiques et la formation du personnel pour ainsi le préparer à toutes ces choses. Il y a bien plus de détails et on va partager le lien avec vous pour que vous puissiez le voir en toute calme. Donc, je vais vous placer le lien sur la boîte à commentaires. Merci beaucoup. Merci. De partager avec nous ce thème si intéressant. Donc, j'ai beaucoup aimé comment tu as vu l'importance de reconnaître et d'approfondir les dynamiques du conflit au niveau local. J'aimerais savoir, selon ta recherche, quel serait un message pour donner par rapport à la mesure de la gestion pour diminuer la fragilité du conflit dans les projets. Non pas seulement prévenir les risques, mais avoir une vision plus large. Oui, c'est une question intéressante, non pas seulement pour GF, mais pour d'autres organisations qui font un travail environnemental, qui n'ont pas ces mandats. On peut dire qu'au niveau culturel, les organisations internationales doivent avoir un changement de mentalité pour qu'ils sachent qu'ils doivent opérer dans un système beaucoup plus grand, essayer d'incorporer des éléments de construction de paix, comme on a vu dans l'investigation. On a reconnu qu'il y a cette ambiance de conflit fragile, non pas seulement pour mitiguer les problèmes, mais de manière active, construire la paix. Et ça fonctionne bien et ça s'ajuste aux activités. Donc, je crois qu'une chose que
institutions peuvent faire, c'est quand ils reçoivent des propositions et quand ils savent qu'il y a des conflits et des fragilités, ils peuvent contacter les proposants pour savoir de quelle manière on peut incorporer la sensibilité du conflit, mais aussi la construction de paix. Je crois que c'est un pas en avant pour changer la manière dont on fait le travail. Oui, merci. Après, nous allons passer à une expérience pratique. La directrice senior de Peace and Environment, une association internationale sur la construction de paix. Il travaille avec les forêts, l'eau potable et les eaux dans le monde. Donc, elle a un master en santé publique et une licence à l'Université de Boston, donc une spécialiste. Janet, tu as la parole. Merci beaucoup, Hector, Sheila. Et merci beaucoup aux autres participants. Je suis ravie d'être ici parmi vous. Merci au support technique et aux interprètes. J'aimerais vous partager quelques leçons par rapport aux sensibilités des conflits. Et ce matin, on a souligné les besoins qu'on apprenne les uns des autres, qu'on partage ce type de leçons. On espère qu'à la fin, on aura quelques idées pratiques, on pourra partager et discuter avec beaucoup plus de profondeur et d'analyse et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer cette mentalité que Sheila a décrite. On va à la diapo suivante. La majorité d'entre vous savent et connaissent l'organisation Conservation International. Conservation internationale, nous sommes une des organisations les plus grandes de conservation de biodiversité, fondée en l'année 87. Nous travaillons avec beaucoup de pays dans le monde. On travaille dans ces lieux où la biodiversité est menacée et où il y a des points chauds de biodiversité. Cela a changé. On ne travaille pas dans des zones protégées, on travaille au niveau paysage. Donc, on a toujours eu la mission de s'occuper de la biodiversité et des êtres humains. Et ici, on voit comme une de nos principales tâches et nos connexions pour réussir un développement durable réel. Ici, j'ai pris la photo d'un collègue et je voudrais expliquer un peu plus par rapport à cette route d'été dans les sens de conservation qui a commencé en 2013. Il y a eu des donneurs, des personnes intéressées. On a dit, bon, peut-être on pourrait voir de plus près le rôle du conflit dans notre programme de gestion de conflits et des risques. Et on remercie aux membres du Centre international pour le développement durable. Et on a voulu voir quel était leur travail et si ils comprenaient le rôle du conflit. Et la réponse a été oui, mais on le mentionnait, mais on ne disait pas quel était le conflit. Et donc, ça a engagé des parties intéressées des parties intéressées dans la construction de paix et dans la résolution des conflits. Donc, on a décidé de prendre ou de faire une campagne de conscience et nous avons engagé cette fondation Peace and Conservation Nexus. Ce matin, on a parlé sur les différentes manières dans lesquelles
groupes d'EPE peuvent voir les conflits. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et avant de passer à la diapositive suivante, il faut dire que la conservation a changé un petit peu par rapport à ces derniers 18 ans. On s'éloigne des zones protégées. On travaille beaucoup plus au niveau paysage, voir de quelle manière la nature est liée au système de production en général. Donc, je crois que c'est animé. Tu peux faire double-clic. Donc, comme j'ai dit, on travaille beaucoup avec les secteurs privés, les secteurs publics et, et sur le thème des mineries illégales, des propriétés de la terre, des gouvernances, ce sont des grands défis et la déforestation, le trafic de faune et flore, la pêche illégale, etc. Donc, tout le problème, tout le conflit environnementaux. Donc, c'est fondamental, c'est un thème clé. Quand on a commencé le travail, on doit parler du conflit. Et on va passer aux suivantes, s'il vous plaît. Et on passe du temps essayant de définir, de trouver la meilleure définition. C'est une définition assez simple. Un conflit arrive quand plus de groupes ont des objectifs incombattables. Ce sont des choses, des personnes qui veulent faire les choses différentes. Ça va retomber sur des conflits qui peut-être après peut devenir beaucoup plus grands. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'on veut que les conflits soient violents, mais il ne faut pas que ce soit violent. Tout simplement, dans notre vie quotidienne, on voit des conflits et ça fait partie des relations et les gens ont besoin de penser et de réfléchir là-dessus et de savoir que ça fait partie de la vie. Quand personne dit non, je ne veux pas avoir des conflits, non, mais ça fait partie de la vie. Et donc, pouvoir aborder et identifier où se trouve le conflit, quelle est l'origine de ce conflit, et ça fait partie de la route vers le succès. Ici, j'ai vu un commentaire sur le chat. Oui, je l'ai pris de Peace Nexus. Et quand nous avons eu une association avec eux, nous avons fait un exercice de voir au niveau interne quelles sont les bonnes choses que nous faisons et quels sont les points négatifs. Quand on verra la diapo suivante, vous allez vous rendre compte. Il y a beaucoup plus de choses de quoi parler. Et donc, ça serait une expérience similaire aux autres participants. Le contexte est important. Il faut voir quelles sont les dynamiques. Il faut écouter les voix. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés et qui peuvent être abordés. Les associations sont importantes. Quand on a commencé ce travail, quand nous avons fait ces services dans le secteur de l'eau, on a parlé sur la construction de paix. Et beaucoup de partenaires nous ont aidés dans ce sens-là. Là, on va parler sur le rocher. Et donc, l'appel pour l'évidence, c'est beaucoup de personnes disent, bon, quelle est la preuve? Donc, un appel pour avoir une évidence qui soit améliorée. Nous devons avoir des ressources pour ça. Pas nécessairement sur la communauté des donneurs, mais sur les personnels aussi. Et ce sont des problèmes dans certaines régions, par exemple en Colombie ou dans d'autres zones où il y a des conflits. C'est important de faire attention à la capacité, de leur donner la capacité, comprendre quelles sont les zones de conflit et aussi aider, les soigner. Ça, c'était un rendez-vous.
C'est un des professionnels de conflit qui a dit, c'est une citation plutôt, sans paix, il n'y a pas de conservation. Sans conservation, il n'y a pas de paix. Donc, c'est l'autre côté de la monnaie. Merci beaucoup. Le temps a fini, donc je vais partager beaucoup plus dans cette séance de discussion. J'ai mis cette diapo sensibilité au conflit. Je ne sais pas si nous allons travailler sur ce thème plus approfondi, mais moi, je vous laisse la diapo de toute manière. Merci beaucoup, Janet. Très efficace. Et beaucoup de leçons apprises sur l'information, sur des zones protégées. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que moi, je viens de la partie de construction de paix et des conflits. C'est pas négatif. Ça fait partie de la vie et ça nous aide à ce que la situation avance. Et les situations au niveau local, et un appel pour qu'il y ait une évidence améliorée. Il va y avoir un panel par rapport au suivi et évaluation qui est sur l'agenda. Je suis curieux parce que vous avez mentionné le travail en Colombie et dans d'autres régions, mais à l'échelle mondiale, il y a eu des changements d'espace démocratique et les dernières années. Est-ce que tu peux nous expliquer les approches que Conservation International a sur ces dialogues avec plusieurs acteurs, les acteurs privés, les gouvernements, etc.? Évidemment, c'est une question longue et compliquée, mais moi, je peux essayer de te donner une réponse courte. Et on a appris des leçons à travers les années pour identifier et aborder les risques. Et donc, nous avons un protocole de sécurité dans l'époque de la COVID. C'est très important. Ce protocole, il est très important, mais aussi où nous en sommes dans les différents pays, quels sont les niveaux de risques sur lesquels on nous sommes et sur lesquels notre personnel se trouve. On va prioriser des protocoles sur la sécurité, etc. Et nous pouvons faire beaucoup. On ne peut pas le faire beaucoup avec la COVID, mais c'est de ne pas causer des dommages et travailler avec les peuples locaux, les conditions locales, de manière à ce qu'on puisse implémenter les processus que nous espérons. Ça va protéger les gens. Cette question me rappelle d'un iceberg parce que nous voyons la violence dans l'iceberg, c'est le sommet, mais les causes sont derrière. Donc, ce que Conservation International fait, c'est le revenu, la pauvreté, les moyens de vie alternatifs, est-ce que ça n'existe pas? Tous ces points abordés qui abordent les causes. Et donc, c'est une réponse très, très simple pour une question très, très compliquée. Oui, Jeannette, merci. Tu as vraiment donné plusieurs réponses à cette même question et c'est superbe. Et nous allons donc maintenant continuer avec Amam. Il travaille dans le développement international. Il a été enseignant, CFM, Réseau Plus, résolution de conflits, aussi le commerce de vie sauvage. Et il a aussi développé des projets, des campagnes. Et il a un doctorat de l'Université de Maryland et un diplôme de
maîtrise en droit de l'environnement. Merci Sheila, Hector, Janet pour l'introduction. Nous avons vu dans les présentations précédentes comment le conflit et la fragilité affectent le cycle complet depuis la mise en œuvre, le monitoring, l'évaluation. Nous sommes basés sur le Global Facility, donc je vais souligner les défis de monitoring et d'évaluation dans ce contexte et comment nous pouvons utiliser les sciences pour faire le monitoring et l'évaluation et faire des interventions de l'environnement, des endroits frappés par le conflit. Et on ne parle pas de conservation et conflit ensemble, puisque, comme vous vous rappelez de la présentation de Sheila, il y a vraiment une brèche ou est surmontée dans la conservation et surmontée sur les zones de conflit. Et nous avons aussi un loop qui fait le tour. Nous savons que la conservation est essentielle dans les cas de conflit. Il y a des méthodes innovatrices, comme ceci pourrait être les sciences géospatiales, qui peuvent nous aider. Et la raison pour laquelle ils peuvent nous aider, c'est parce qu'il y a des défis. Nous savons logistique, bien sûr, bien entendu, il y a des défis logistiques. Il y a un monitoring, et ceci pourrait se passer. Et c'est vraiment très coûteux. Il y a la sécurité, les méthodes géospatiales sont très utiles et nous aident à des défis méthodologiques et nous aident aussi dans des situations où nous ne pouvons pas utiliser l'évaluation traditionnelle. Nous ne pouvons pas arriver aux endroits très facilement. Et c'est donc un endroit où les méthodes sont très utiles. Les méthodes géospatiales nous permettent aussi l'analyse à différentes échelles. Nous pouvons donc faire des analyses à niveau de l'endroit, à niveau du pays ou à niveau de la région. Et celui-ci nous parle vraiment à différentes échelles. Et aussi, son objectivité et transparence, c'est très important car les méthodes géospatiales peuvent être répliquées et réutilisées dans l'objectivité et aident à l'objectivité et à la transparence. Et finalement, il faut mentionner que ces méthodologies sont applicables à une variété de méthodes et de thèmes d'évaluation que je vais vous montrer dans les diapositives suivantes. Je veux mentionner aussi qu'il y a une grande opportunité pour utiliser ces technologies ou ces méthodologies par les développements récents, comme nous parlons plus de 3400 satellites opérationnels dont nous parlons en ce moment et ceux dont nous avons accès. Chaque fois, nous avons des données de haute résolution sans payer et ils sont disponibles et nous avons une avance rapide sur les outils analytiques. Ce sont des données importantes et le plus nous avons, le moins nous pouvons être sans eux. Le nuage, le cloud, les outils disponibles pour nous sont jour à jour plus faciles d'utiliser. Donc, ces développements sont réellement, ils ont avancé dans cette direction. Qu'est-ce qui était spécial du géospatial?
Nous savons que le monde réel est très complexe. Si nous voyons une photographie en 2D du monde réel, mais il y a beaucoup de choses, par exemple la végétation, nous avons les personnes, il y a des microbes, etc. Alors, ce que nous faisons dans un modèle géospatial, c'est que nous le divisons dans plusieurs couches thématiques. Et ces couches d'informations importantes pour le contexte. Donc, nous avons des données sur les conflits, nous avons aussi des limites de l'environnement physique, les conditions socio-économiques et ce que nous pouvons apprécier sur ces couches, c'est qu'il y a l'information spatiale de la localisation. C'est donc le conteneur de toute cette information et nous pouvons faire ceci lorsque nous construisons un modèle et nous pouvons poser des questions sur l'impact sur les ressources, sur les tendances, et ceci permet de faire des analyses spatiales qui nous aident à comprendre la distribution, les patrons et les processus sous-jacents. Ici, nous avons un exemple de comment le conflit et la conservation sont vraiment enchevauchés. Nous le voyons ici sur l'écran, nous avons une carte de chaleur. Donc, nous avons des données géospatiales avec des données de conflit dont nous voyons dans différentes régions de la planète. Il y a eu des fatalités en relation avec le conflit dans des zones protégées. Et quand ceci arrive, il est très difficile de travailler là-bas car il y a des sérieuses implications. C'est donc un exemple très simple où nous pouvons voir comment le conflit se croise avec d'autres facteurs. Et on peut voir non seulement la grandeur du conflit, mais où il se trouve, par exemple, ici, sur la frontière sud. Nous voyons ici, et nous pouvons poser des questions. Ceci est utile pour la mise en œuvre, pour la conception des interventions. Et nous pouvons, en tant qu'évaluateurs, nous pouvons formuler des questions en utilisant des critères d'évaluation. Ici, nous avons un autre exemple. Lorsque je vous parlais, il est très difficile du point de vue logistique de pouvoir travailler dans des zones de conflit. Et ce qui est commun entre les zones de conflit et les zones de conservation, c'est que cette partie de la région dans lesquelles sont collectées les données. Nous avons ici la mission d'évaluation dans la région Pacifique de la Colombie et c'est presque une forêt intacte. Mais ce sont aussi des zones de conflit où on a expérimenté et on a dû évacuer les personnes de ces zones pendant que nous étions dans la mission d'évaluation. Et l'histoire, c'est tout simplement l'histoire que je veux vous raconter pour vous dire que lorsque nous utilisons ces méthodes, nous trouvons pas mal de défis. Il faut les surmonter. Nous voyons ici une carte des endroits du Jeff et nous voyons des zones de la minerie illégale, aussi la déforestation en raison de la minerie ou des exploitations minières. J'étais dans un de ces endroits et ils m'ont demandé qu'il fallait que je parte. J'ai pris un drone
et j'ai pris la photo de l'évidence de cette activité, mais celui-ci a aussi été utilisé pour remplir les algorithmes. Ceci nous aide à quantifier la quantité du dommage qui a été causé. Quelle est l'extension du problème? Depuis la perspective d'évaluation, nous pouvons évaluer si le projet se fait dans les zones correctes, si la proportion de l'intervention est proportionnelle à l'extension du problème. Ici, nous avons le résultat de ce travail que nous avons fait. Et je veux mentionner, et je sais que beaucoup de Colombiens sont familiarisés avec cette zone. C'est une des zones les plus humides et qui a le plus grande diversité dans le monde. La photo satellitale qui nous aide à voir à travers les nuages avec un radar, avec le principe des micro-ondes. Nous l'utilisons avec les radars et avec les données et nous avons pu classifier et quantifier le dommage environnemental et l'impact de ce dommage sur la région. En tant qu'évaluateur, nous nous demandons aussi si l'importance, si nous sommes en train d'intervenir les endroits qu'il faut, s'ils se trouvent dans l'échelle correcte. Et ici, nous avons un très bon exemple de la zone de l'Amazonie dans laquelle il y a un programme de la GEF et nous voyons que la plupart de la déforestation s'est passée après le conflit ou pendant la négociation de la paix du conflit. Et ce projet est focalisé sur la construction de paix. Ceci pour aborder les défis de reforestation. Et qu'est-ce que ceci? C'est les questions sur la relevance. Une des questions clés que nous nous posons et que se posent les évaluateurs, c'est l'impact. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une intervention ou lorsqu'il n'y a pas d'intervention? Ici, nous avons l'exemple d'un projet que nous avions qui avait une composante d'érosion du sol. Et bien entendu, l'augmentation dans la zone. Et nous avons aussi la photo post-conflit. Nous n'avons pas pu nous rendre là-bas, mais nous voulions savoir ce qui s'est passé dans le lac Karago au Rwanda. On a vu le corps d'eau et on a vu une augmentation et celle-ci est une évidence. Pourquoi ceci s'est passé? Comment ceci s'est passé? Et ce type de question a besoin d'être sur le champ, il nous faut savoir comment ceci s'est passé. Nous avons des évidences où il y a eu le changement, quand ce changement s'est produit, et tout ceci est possible à travers de l'utilisation de senseurs remotes ou à distance. Maintenant, en durabilité, nous pouvons nous poser la question suivante. Que se passe-t-il après le projet? Nous voyons que les zones du projet, le reste des zones qui ne sont pas dans le projet, en dehors des zones protégées, les choses ne sont pas normales. Il y a une grande perte de forêt qu'on n'avait jamais vue auparavant. Voici le dernier exemple que je vais vous montrer pendant la COVID. Ce que nous avons utilisé sont les données pour voir les activités économiques en Afrique. L'économie, c'est basé sur le tourisme, basé sur la nature. Et ce que nous pouvons voir, c'est les activités dans les zones protégées. Et nous avons pu voir que plus de 90 000 sont des zones protégées. Et ceci veut dire
qu'il y a eu moins d'activités dans les champs touristiques, dans les safaris et toutes ces activités dans tous ces endroits et les endroits où on ne voit pas la diminution, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités touristiques comme pourrait être Sierra Leone et d'autres pays de l'Afrique centrale. Ceci, nous l'avons trouvé dans les données de mobilité et nous pouvons nous rendre compte vraiment de qui aura ces données disponibles afin de valider toutes ces trouvailles. Voici la dernière diapositive. La suivante. Il y a certaines ressources de comment utiliser les défis sur notre endroit web, sur le site web. Vous pouvez aller demander, consulter ces documents et avec ceci, je vous remercie de votre attention. Merci à Anupam, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé ces approches pour évaluer le dommage environnemental et comment celui-ci peut augmenter réellement et comment il peut se traduire en restauration d'écosystèmes, etc. À ce moment-ci, je voudrais te demander si tu peux partager très vite avec nous des considérations pratiques pour aider la science pour l'évaluation et le monitoring. Oui, Hector, merci. Merveilleuse question. J'avais une diapositive, mais je sais qu'on aura une discussion. Et donc, j'ai passé cette diapositive. Il y a beaucoup de choses pratiques que nous avons appris en intégrant les senseurs à distance avec les méthodes traditionnelles. La première, c'est que toujours il faut faire très attention au travail. Et une fois que nous avons les questions correctes, nous allons pouvoir comment les répondre. On pourra formuler les questions correctes. C'est est-ce qu'on va utiliser des senseurs à distance, à la géospatiale ou pas? C'est très important. Deuxième, c'est le budget et les lignes de temps. Il faut être familiarisé avec ces deux aspects parce que parfois les analyses pourraient prendre plus de temps et peuvent être en dehors de la portée et il faut faire vraiment très attention à ces deux points. Surtout pour ce type de méthodologie, les saisons sont très importantes. La plupart des bureaux d'évaluation n'ont pas ce type de possibilités ou d'outils pour permettre ce type d'analyse. Alors, il est très important que nous soyons associés avec les personnes qui ont fait ceci pendant très longtemps dans les différentes universités. Et aussi, j'aimerais beaucoup souligner que ce type de méthodologie innovatrice sont très dynamiques. Et comme la partie d'évaluation, nous devons nous maintenir à jour car il y a des nouvelles méthodes qui apparaissent tous les jours et en tant qu'évaluateur, nous devons avoir le plus d'outils pour que ce soit un processus dynamique. En plus, nous avons la dynamique parce que peu importe la méthode que nous utilisons, ça ne peut pas être une balle d'argent car le géospatial, on ne peut pas l'utiliser tout seul. Il faut avoir toutes les méthodes. Il faut compter pour avoir une base d'évidence qui soit robuste. Et finalement, je voudrais mentionner qu'il est très important de faire attention à la protection des données et aussi garantir que ce type de données, tout ce qui a à voir avec les satellites et les senseurs à distance ou remote, il y a des limites de résolution.
Donc, lorsque ces images viennent de l'espace, il faut garantir qu'il n'y ait pas des dommages, que ceci ne soit pas abîmé ou distorsionné. Et je viens jusqu'ici. Merci. Merci Anupam. Très bien. Amandia qui travaille dans le changement climatique dans différents contextes. Avec le renforcement de plateformes en Amérique latine, dans les Caraïbes, des groupes autochtones et tout ce qui a à voir avec la réforestation et les projets pour la restauration des paysages. Merci, Merci beaucoup, Shadi. Hector, pour la présentation. Et je dois dire que c'est un honneur, c'est un plaisir d'être ici, de faire partie de ce panel avec toutes les personnes qui nous accompagnent. Donc, la présentation est déjà prête. Donc, je vais vous parler sur la construction des capacités des sociétés civiles pour le succès et les leçons apprises dans la Banque mondiale de surconservation. Donc, pour commencer, je veux vous dire que la Banque mondiale a eu cette approche pour travailler dans les différentes situations en 2020. Et il y a eu une stratégie pour fragilité, conflit et violence. Et donc, on va voir que on va supporter les pays et voir quels sont les impacts des LFCV, spécialement en termes de résilience dans les populations vulnérables, plus spécifiquement. Il y a 4 piliers d'engagement et c'est prévenir les conflits violents en premier lieu et rester dans les situations en crise, aider à la transition des pays dehors la vulnérabilité et mitiger tous les impacts comme les changements climatiques et la migration. Qu'est-ce que ça signifie, ces mandats? L'approche fonctionne dans un changement institutionnel pour ne pas endommager. Et donc, c'est un point d'entrée important pour les ressources et les projets pour capitaliser ceci. Donc, c'est une ressource spécifique pour les ressources et la fragilité, les conflits, etc. Ça va marquer aussi une confiance plus grande pour s'engager dans les pays et dans les projets. C'est pour ça que c'est important de voir la partie humaine. Parce que, comme le point final le dit, les stratégies a besoin d'une attention particulière pour les groupes vulnérables et fragiles. Donc, les communautés locales, les peuples indigènes, ce sont des acteurs clés pour les résultats de la conservation durable. Donc, même s'ils ne sont pas dans une situation de conflit, les zones de conservation qui vivent dans ou à la périphérie des zones protégées sont des communautés qui dépendent souvent des ressources, sont vulnérables par la dégradation de l'environnement. Donc, évidemment, il y a des points forts et une relation forte avec l'environnement. Ils sont très, très forts, très vulnérables, pardon. Donc, une évaluation du projet de la Banque mondiale d'un groupe indépendant a trouvé qu'il y a plus de bénéfices au niveau environnemental et au niveau social dans les zones où les usagers étaient délimités
avec une spécificité plus grande. Donc, l'évaluation du groupe indépendant a trouvé que la banque a été efficace dans les projets des pratiques et les résultats ont été positifs. Et comme nous avons vu, et ça est lié aussi avec le travail à distance. Et il y a le besoin de focaliser ses efforts sur les espaces où il y a des interventions sur les communautés qui dépendent de l'environnement. Quels sont leurs besoins et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Parce que c'est difficile de protéger ce qu'on ne planifie pas ou ce qu'on n'a pas reconnu. Donc, même les terrains, la terre, les sols a de la valeur, par exemple pour l'élevage, pour le pâturage, pour la collecte d'aliments, pour la récolte d'aliments, etc. Alors, augmenter la valeur des terrains dégradés à travers, par exemple, la plantation d'arbres ou les paiements pour des services écosystémiques va augmenter la valeur de la terre et aussi va avoir un intérêt plus grand sur ces terrains. Mais ça fait aussi qu'on se déplace vers les locales et que la vulnérabilité de ces peuples augmente. Donc, par rapport au terrain et aux besoins, il faut savoir qu'il y a plus d'options pour ces résultats et pour les résultats de conservation. Il faut la participation complète, et le respect et leur connaissance, leurs droits et pour donner des solutions appropriées. Et donc, pour s'assurer que cela arrive, il faut donner aux communautés une voix dans les plateformes. C'est pour ça que je vais parler de notre expérience avec Red Plus. Donc, la consultation sociale a fait partie de ces projets. Et donc, les leçons peuvent être appliquées pour les efforts de conservation ceux qui connaissent Red Plus, ce sont les réseaux contre la déforestation. Et c'est un programme de paiement basé sur les résultats pour les forêts. Et donc, les programmes sont dans des pays où il existe des conflits, où il y a des conflits et les communautés qui sont dans ces programmes respectent la méthodologie de la banque et les traitements aux peuples indigènes et le respect de la biodiversité. Et je vais partager quelques expériences de la banque, particulièrement la construction des capacités au niveau local. La Banque mondiale a des organisations auxquelles nous avons on travaille avec des projets que autrement ne pourraient pas recevoir des fonds. Donc, comme nous voyons dans la figure, on voit les capacités qui est bien important et pour les capacités des organisations et donner un échange de connaissances et de formations pour augmenter la conscience et la base requise pour la connaissance traditionnelle. Et créer des points entre les organisations comme Red Plus et les preneurs de décisions. Et donc, les motivations se voient comme des investissements qui sont utiles aussi pour la banque parce que ce sont des investissements qui sont utiles au-delà du contexte de Red Plus. Donc, parce que quand on respecte ceci, il y a on fait que si on travaille avec eux, on fait que ce type d'organisation soit aussi attirante pour d'autres aspects. Donc, les communautés indigènes ont travaillé ensemble
avec ces types de propositions et de toute manière, il y a eu des barrières et ce qu'on peut faire, c'est les aider avec leur agenda pour qu'ils participent au niveau régional et aussi avoir et proposer des activités d'inclusion pour ceux qui normalement ont été marginalisés, notamment les femmes, et donner des visibilités à leur contribution. Finalement, nous avons besoin de considérer les moyens de vie et les réalités des peuples avec qui on travaille. Il faut reconnaître les limites du temps parce que les communautés locales n'ont pas beaucoup de temps pour les thèmes de conservation environnementale. Leur vie quotidienne leur occupe beaucoup de temps et on ne peut pas compter sur eux. Donc, avec beaucoup, dans un temps élargi. Donc, il faut que les projets fassent une connexion entre la conservation, mais aussi avec les moyens de vie, la manière de vie, de manière à ce que tout soit en harmonie. Donc, les formations sur la construction environnementale n'est pas si intéressante. Mais si on dit que ça a une relation avec des économies, voir comment ça va aller améliorer leur vie, les gens vont venir parce qu'ils sont intéressés à voir comment ils peuvent améliorer leur niveau de vie. Donc, en Amérique latine, par exemple, les organisations se sont rendues compte que et les organisations vont avec leurs familles, surtout notamment avec les peuples indigènes. Donc, on leur donne du matériel didactique et en même temps, on va voir qui a été exclu de la consultation et on peut avoir besoin d'une approche séparée et n'est pas parler devant la communauté marginalisée. Je vais finir ma présentation revenant sur les thèmes des impacts sur le terrain depuis le niveau programmatique, comme Tracy a dit. Nous avons besoin de regarder avant les dynamiques et au niveau des projets. Dans la banque, par exemple, nous avons une évaluation de résilience et même si on va mentionner la dégradation, il n'y a pas la connexion pour les groupes. Et donc, si on continue, s'il y a du succès, il faut continuer, il faut avoir ces considérations en compte et tout au long du projet et du cycle du projet. Merci, Shadi, Tout à pour fait, cette présentation si importante. J'aime beaucoup que tu as parlé. Je viens de sonner l'alarme avec le temps. J'étais très content que tu as mentionné la reconnaissance de ces réalités locales qui sont parfois tellement différentes et aussi la disponibilité de temps des paysans. Aussi pour la conservation dans leur vie de tous les jours, leur vie quotidienne. Je veux te demander si tu peux mentionner peut-être ou parler des défis de construire des capacités dans des communautés qui ont été fortement frappées par le conflit ou victimes de la violence, des traumatismes, etc. Peut-être tu pourrais nous parler un peu plus de ça. Oui, bien sûr, comme Sheila a dit, parfois les projets sont vraiment frappés. Parfois, il y a des projets qui sont menés sur ces zones de conflit avec des fonds de GEF. Et lorsqu'il y a des complications, c'est si nous n'avons pas les fonds de la Banque mondiale, il y aura une transition dans le pouvoir. Par exemple, les fonds ne sont plus là. Donc, il y a des fonds de GEF, de REDMAS
Et donc, la pratique peut se réactiver. Il y a une possibilité de participer, d'intervenir et de donner l'appui au développement. Car voyons ce qui se passe pendant le conflit. Nous avons des problèmes économiques, environnementaux et sociaux et ils vont frapper et ce sont des points chauds qui sont sous l'incidence de zones globales. On le voit en Colombie, on le voit dans d'autres pays. Il y a des points chauds. Nous avons aussi des points qui ne sont pas aussi chauds et des zones où nous sommes en train d'essayer d'apprendre et où nous avons déjà la présence de la Banque mondiale, etc., d'autres pratiques et dans d'autres endroits. Peut-être nous pourrions placer et ne pas tomber sur des risques d'instabilité. Merci pour ta réponse. J'ai vu que l'activité du chat et on voit des questions qui ont déjà été répondues et d'autres qui ne le sont pas. Au-delà des évaluations de la GEF, est-ce qu'il y a-t-il d'autres façons pour voir comment ont été intervenues ces zones de conflit? Oui, une très bonne question aussi. D'autres pourraient ajouter à cela. En travaillant avec Jeff, il y a un très grand panorama des projets de notre part. Je pense que ça peut fluctuer un peu, mais à ce moment-là, il n'y avait pas un effort clair et précis sur les travaux sur les zones de conflit, mais le projet avait besoin d'une analyse avec ses propres mécanismes pour la durabilité. Par exemple, dans beaucoup des documents que nous avons révisés, il y a des rapports de durabilité qui étaient mis à jour et je ne sais pas si GEF a déjà fait du suivi à cette information. Je ne sais pas si ceci s'est déjà passé. Très bien. Maintenant, nous avons une question de Julio Boricho pour Jeannette. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est merci de Julia. Merci de partager cette expérience. Il semblerait que ce n'est pas la même chose. Peut-être si tu peux nous donner davantage des exemples de ton expérience. Tout simplement, je pense que c'est la même chose. Mais il y a quelques commentaires un peu plus loin, surtout de Amanda, qui dans le compendium avec Sheila, c'est toute une séance pour une conférence future où nous étudions chacun des concepts. Donc, de ma perspective, sous le grand parapluie où nous se trouvent les définitions, il fallait voir. Nous sommes en train d'amener beaucoup de parties du monde de l'environnement à notre conversation à niveau international. Pour moi, c'est la même chose. Et le conflit, la sensibilité du conflit et la conservation vont ensemble, mais le travail que nous faisons pour essayer de voir davantage des produits, des projets dans les zones de conflit. Nous avons fait une analyse de conflit, des consultations avec la communauté, des zones protégées
et il y avait beaucoup d'informations qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et ceci a montré beaucoup de préoccupations, de tensions, et ils ont pu avoir un dialogue et contacter ce nouveau partenaire pour savoir comment ils pouvaient développer davantage du travail, etc. On peut donc voir les préoccupations des moyens de vie et des ressources, etc. Et ceci, c'est dans un autre pays, et je crois que c'était dans un autre, au Kenya, où nous avons aidé une organisation. Et ils étaient constructeurs de paix et nous leur avons donné une formation pour qu'ils puissent faire la gestion du conflit et avoir une nouvelle approche. Et ceci a été vraiment très bon. Il se trouve sous le parapluie de la construction de paix environnementale, mais il faut suivre ce débat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient peut-être le faire. Oui, merci. Je suis d'accord avec cette idée. Nous avons utilisé aussi pour voir les projets. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient provoquer un conflit. Et c'est comme une construction de paix bien plus active. Maintenant que tu as mentionné la sensibilité du conflit, je voudrais aussi il faut s'organiser avec les organisations locales. Quels sont les thèmes clés pour ces associations? Il n'y a pas une formule unique et ça dépend des communautés elles-mêmes. J'ai beaucoup aimé quand on a parlé de souligner les propos de la communauté et essayer de travailler autour de ça. La formation, la protection de l'environnement, si on promulgue des meilleures pratiques, etc. Il faut donc commencer, essayer de voir ce dont la communauté a besoin et partir de ce point-là pour essayer de penser qui sont les personnes clés, qui sont les personnes adéquates et ceci va dire beaucoup des pratiques, des meilleures pratiques pour comprendre quels sont les points d'assistance et quels sont les points où ils ont besoin d'aide. Il y a d'autres aspects aussi. Comment pouvons-nous faire pour que ces associations aient un impact sur la conservation et ceci a à voir avec des choses que nous n'avons pas discutées dans la présentation. Les aspects d'adaptation au changement climatique, par exemple, et pouvoir différer ou changer les différentes cultures, essayer d'adapter les différentes méthodes et trouver, je ne sais pas, peut-être des zones communes où nous puissions parvenir à un objectif afin d'être en accord avec les ODD. Et je pense que ceci est compliqué et il ne faut pas regarder tellement où sont les personnes et où va se trouver le projet que nous allons développer. C'est donc un appel aux donateurs, aux bailleurs de fonds pour trouver cette flexibilité pour nous donner et être prêts aux contingences qui pourraient se présenter à tout moment. Nous avons encore quelques questions sur la boîte de commentaires et nous avons parlé de thèmes de conservation. De la construction de paix à travers la conservation. Est-ce que c'est une stratégie? Certains des panélistes travaillent sur ce thème-là.
Je vais prendre note car c'est toute une expérience de GEF Colombie où on a fait une expédition biologique avec des ex-combattants dans une zone assez chaude qui n'était pas ouverte à la société civile avant le conflit. Et nous avons pu faire cette expédition biologique avec des ex-combattants, des scientifiques, afin de faire un inventaire biologique de la région et essayer surtout de pouvoir entrer dans ces domaines inexplorés. Et au futur, bien entendu, le développer pour l'écotourisme. Et ceci a beaucoup à voir avec les propos des ex-combattants. Ils avaient une certaine prévention, mais je veux demander aux panélistes s'ils voudraient parler de ce thème-là. Un des panélistes voudrait commenter sur ce thème? De la perspective de conservation internationale, c'est pas la façon dont nous le faisons. Ce cas particulier que tu mentionnes, dans certaines communautés, on essaye d'utiliser des techniques pour des alertes ou des zones pour prévenir la violence qui parfois a lieu entre les communautés dans ces zones de conservation. Je pense que quelqu'un a fait ce commentaire, je ne sais pas, c'est la même chose, mais je pense que ceci a à voir avec les protecteurs des bois. Il faut faire plus attention comment nous utilisons les monitoring dans la conservation et comment nous pouvons faire la révision judicieuse du côté de la prévention et de l'éducation, surtout de la formation. Je crois que je peux aussi contribuer à ce que tu demandais. Si nous nous rappelons du graphe que j'ai partagé dans la présentation, les stratégies de gestion de risque, construction de paix, les organisations qui entrent dans cet espace, il essaye non seulement d'éviter le conflit et de prévoir les résultats, mais aussi de construire de façon active la paix entre les personnes. Alors, quelque chose qui serait intéressant dans la construction de paix, c'est qu'il y a des personnes qui viennent du côté de la conservation et qui font plus de travail de construction de paix. Il y a d'autres qui viennent dans la construction de paix et puis elles se rendent compte que ce qu'il faut faire, c'est de la conservation. Alors, il n'y a pas une façon unique de le faire, il faut faire beaucoup de travail. Nous avons vu ceci dans les projets de GF, surtout dans les projets transfrontaliers où on a fait beaucoup de choses dans les liens que j'ai placés sur la boîte à commentaires. Il y a pas mal de documents à ce sujet et on pourrait les discuter davantage si jamais vous intéresse. Oui, donc nous avons une petite minute avant de finir. Une question très intéressante d'Andrés, que beaucoup des expériences ont à voir avec la gestion de risque. Est-ce que peut-être que quelqu'un des panélistes pourrait expliquer comment le projet pourrait frapper des contextes fragiles et peut-être exacerber un conflit ou donner commencement à un conflit nouveau? Il est très important qu'il faut tenir compte du fait qu'aucune intervention n'est neutrale ou neutre. Qui sont les gagnants, qui vont perdre? Et dans notre travail, il y a plein d'exemples. GEF, la Banque mondiale, lorsque nous changeons la valeur des ressources naturelles, comme je vous le disais, s'ils sont dégradés, les personnes perdent, ou si ils sont valorisés et puis les personnes vont tirer des bénéfices de ceci dans des zones où avant, peut-être des terrains qui n'avaient aucune valeur
Et maintenant, ils commencent à faire que les autochtones partent pour acquérir ces terrains. Et surtout les personnes qui ont le plus de pouvoir. Alors, il faut vraiment faire attention, car il faut penser dans ce sens. Qu'est-ce que le projet va faire? Qu'est-ce qu'il va parvenir à faire? Est-ce qu'il va augmenter la valeur de la terre, par exemple, ou pas? Très bien, merci. Merci à tous. Je crois que nous avons couvert un grand espace, beaucoup de points de vue. Merci aux panélistes, sa participation et tous les participants, l'audience, des présentations très intéressantes.